Étant à Paris, c'est de plus en plus difficile en tant qu'artiste. C'est de plus en plus cher et en même temps, c'est bien d'être à Paris parce qu'on est entouré de gens qui aiment le travail, qui viennent nous voir. Donc, c'est un prix à payer, mais on est un peu obligé de penser à nous et d'être sûr de pouvoir payer le loyer parce que ce serait vraiment contre-productif d'avoir tellement de difficultés que finalement on est obligé d'abandonner. Il faut vraiment faire attention à ça, ne pas se laisser trop, je dirais, ne pas forcément suivre ce que les gens veulent, parce que sinon, on se fait vraiment un peu trop envahir. Et ça a été le cas. Et maintenant, bon, en même temps, il y a le temps qui passe. Et notre énergie n'est pas illimitée. À un moment donné, il faut faire des choix et se dire, bon, maintenant j'ai vraiment envie de me concentrer sur mon travail et passer un peu à la prochaine phase de ma vie. Donc, oui, concernant l'argent, c'est difficile pour les artistes parce que on ne peut pas dire que chaque jour on a gagné tant et on va pouvoir payer notre loyer et la nourriture et qu'il y a plus ou moins un équilibre. Ou qu'il y aura peut-être un peu un manque à la fin du mois et il faut juste tenir un peu ou faire attention. C'est plus compliqué que ça parce qu'on peut passer des semaines, des mois sans rien gagner du tout. En plus, si on gagne bien, il faut faire attention parce que les charges sociales l'année prochaine vont être plus élevées. Donc, l'erreur que beaucoup d'artistes font, c'est de dire, bah, tiens, j'ai gagné bien, donc allez, hop, je lâche un peu, je me lâche j'investis, je dépense de l'argent, je fais un voyage. Et après, ils sont un peu naïfs. Après, ils vont payer des charges plus élevées et puis ils vont avoir des grosses difficultés et ils finiront par abandonner. Donc, il faut faire très attention à ça. Et donc, quand on arrive à gagner de l'argent, il ne faut pas commencer à perdre la tête. Il faut être sage, il faut mettre de l'argent de côté, il faut calculer combien on va avoir de charges sociales. Il faut vraiment se dire, il faut au moins 6 mois de loyer à l'avance parce que sinon, on est vraiment trop stressé. Ça demande un petit peu de temps de gestion. Donc, on est vraiment on est une entreprise en fait. Un artiste est une entreprise. Et on est obligé de calculer pour pouvoir justement, au moment qu'on a vu que bon, ça va à peu près, on puisse oublier ça. Parce qu'on ne peut pas travailler en se disant, voilà, j'ai passé 2 jours à faire un dessin. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Absolument rien du tout. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Beaucoup en termes de loyer, de nourriture, les assurances, le téléphone, etc. Il ne faut pas rentrer dans ce genre de calcul. Donc, il faut avoir une sorte de couverture de protection. On dit, bon, c'est bon, maintenant j'oublie ça et je me mets à travailler. Et là, on oublie l'argent. Il faut oublier l'argent parce que sinon, c'est impossible. Donc, bien sûr, on n'en a jamais assez, mais je pense que tout le monde raisonne comme ça. Mais les gens les plus pauvres, les gens les plus riches, il n'y en a jamais assez. Et je pense que si on mettait notre intelligence collective à l'œuvre et on essayait de déterminer quelle est la somme d'argent dont on a vraiment besoin, et il y avait des médecins, des sociologues, des économistes, des historiens, je sais pas, des biologistes, toutes les disciplines. Et si on se mettait ensemble et on décidait, en fait, pour vivre, il faudrait, par exemple, je sais pas, ça pourrait être, mettons 3 000 euros par mois. Mettons, il faut 3 000 euros par mois. Après, on a décidé que c'est ça qu'il faut. Donc, tout le monde doit avoir ça. Et puis après, s'il y a des besoins particuliers, parce qu'on dépense énormément ou on a des horaires particulièrement difficiles, on peut faire des petits ajustements. Mais je pense qu'il faudrait vraiment arriver à se débarrasser de cette question d'argent et se dire on a besoin de certains moyens pour vivre, parce que bien sûr c'est une manière de collectiviser les ressources et de déterminer combien c'est quoi. Pourquoi est-ce qu'il faut être si stressé Pourquoi est-ce qu'il faut courir après l'argent, être
jaloux parce qu'il y en a qui en ont plus, être dans une grande difficulté parce qu'on en a moins. Enfin, je trouve que c'est totalement irrationnel. Il faudrait déterminer combien on a besoin et puis voilà, on se met ensemble et on trouve la solution et puis on passe à autre chose. Et tout le monde n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes besoins, mais quand même, on a plus ou moins les mêmes besoins. Je trouve qu'on a plus ou moins les mêmes besoins, franchement. Pour le métier, bien sûr, par exemple, pour le travail de l'artiste, l'artiste graveur a besoin de plus de moyens que quelqu'un qui dessine ou qui écrit, par exemple. Un mathématicien a moins besoin qu'un physicien, parce qu'un physicien a des machines extraordinaires. Un mathématicien, il a un crayon, un papier, éventuellement, quand même, il a un ordinateur, mais c'est rien. Un dessinateur, il va voir du papier, des crayons, des fusains, peut-être des pastels. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? On a une presse qui vaut des milliers d'euros, des plaques de cuivre qui valent très cher, on a des outils, souvent qui dépassent les 100 euros. On a des encres qui peuvent valoir pour un petit tube comme ça 24 euros qu'on va utiliser très vite. On a des papiers qui valent 10 euros. C'est très cher. Donc, pour cette activité, on a besoin d'argent. Un hôpital a besoin de beaucoup d'argent. Tandis que, je sais pas, peut-être un prof de français et bien sûr de maths aura besoin de moins d'argent en termes de matériel. Il aura besoin bien sûr de plein d'autres choses, mais donc il y a un besoin intrinsèque à l'activité, bien sûr. Et puis, par exemple, quelqu'un qui va voyager, mais c'est tout. C'est par rapport à l'activité, c'est pas par rapport à la personne. Mais après, ce dont on a besoin, franchement, on a besoin à peu près de la même chose. Il faut pouvoir s'habiller. Bon, c'est sûr que si on est acteur, on va avoir peut-être besoin de vêtements, mais c'est en rapport avec son activité. Mais on n'a pas... Pourquoi on a tous besoin à peu près de manger? Enfin, je ne comprends pas cette énorme différence. C'est pas possible. Pourquoi quelqu'un va vivre dans 9 mètres carrés et quelqu'un d'autre va avoir 1000 mètres carrés? Pourquoi? Ça va pas, ça. C'est pas normal. Alors après, on a nos bâtiments. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits. C'est vrai, c'est le poids de l'histoire. Hein. Il y a des châteaux et puis il y a des chambres de bonne. Là, on n'y peut rien. On va pas tout raser non plus. Hein. On peut pas tout mettre à la manière le Corbusier. On peut pas dire bon, on vire tout et on recommence. Moi, ce serait dommage quand même. Mais c'est vrai que il suffit de regarder la taille des appartements, les quartiers, les différents quartiers. Et bien sûr, toute l'histoire est inscrite là-dedans. Il y a des différences énormes. Donc moi, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. La question de l'architecture est difficile. Hein. Mais en tout cas, parce qu'on parle d'argent, hein, en termes d'argent, franchement, il y a trop de différences. Beaucoup trop. Pour moi, le beau, c'est quelque chose qui est juste sain et équilibré et harmonieux. Mais c'est tout. C'est juste quelque chose qui fonctionne bien. Quelque chose qui est harmonieux, qui est, on peut dire, intelligent dans le sens où ça fonctionne bien, qui a le moins possible de contradictions, en tout cas apparentes. C'est une forme d'intelligence et d'équilibre. C'est beau. C'est quelque chose, en fait, qui nous donne une force, qui nous rassure, qui nous tire vers le haut, qui nous donne confiance. Moi, je trouve que c'est une définition du beau. C'est pas la seule. Parce qu'on peut aussi être attiré par des choses, au contraire, qui nous dérangent, qui sont sombres, qui sont inquiétantes. Et je crois que c'est un autre type de beauté. C'est peut-être des choses qui ouvrent des portes qu'on a dans nous vers l'intérieur, les choses contradictoires, enfouies,
peut-être qui ont rapport avec la mort, la peur. Et c'est une façon d'ouvrir délicatement ces portes-là. Il ne faut pas nous brutaliser non plus. Hein. Une beauté trop terrible, au contraire, on va fermer ces portes-là. Il faut que ça ouvre juste suffisamment pour qu'on plonge un peu dans nous-mêmes et qu'on aille peut-être découvrir des choses qui recèlent beaucoup de force, en fait. C'est pour ça que je pense que ça fait partie du beau, parce qu'il y a beaucoup de force. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment ces deux beautés-là. Par exemple, dans la musique, pour moi, Bach, Jean-Sébastien Bach, c'est beau parce que c'est intelligent, c'est harmonieux, ça nous pousse de l'avant, c'est lumineux, ça nous tire vers le haut. Après, il y a des beautés sombres. Si on pense à la peinture ou à la gravure, il y a des beautés inquiétantes, dérangeantes, aussi dans la littérature. Par exemple, l'histoire de Dracula ou de Frankenstein, moi que j'adore ces deux romans-là, c'est très très beau, hein, mais c'est très inquiétant. C'est tout ce qui est en rapport avec les vampires, les forêts, c'est irrésistible, hein, ça nous attire énormément. Je mets ça dans la catégorie du beau parce que ça nous donne de l'énergie, de la force, c'est fascinant. Après, il y a un problème avec le beau, c'est qu'il peut être instrumentalisé et il est beaucoup, par exemple dans la publicité. Et je trouve ça c'est assez terrible parce que c'est une manipulation. Donc ça, j'aime pas du tout. Donc je crois qu'il faut aussi être capable de se prémunir contre la beauté. Et aussi, par exemple, dans la religion catholique, on utilise beaucoup la beauté pour nous asservir. La beauté de la Vierge Marie et son sein, la beauté des anges et les fleurs et les vitraux, c'est absolument fascinant. Mais c'est super dangereux, évidemment. La beauté, il y a une beauté laide que je trouve plus intéressante que la beauté belle. La beauté laide, c'est une beauté humble et que en général on rejette. Donc par exemple, je trouve cette beauté-là, pourquoi elle est belle? Pourquoi un vieux chien, par exemple? Pourquoi ça nous touche? Pourquoi on peut presque dire il est beau ce chien, il est tout vieux, il est beau, c'est émouvant. Ou par exemple une chauve-souris, en principe on peut dire que c'est très laid, mais ça nous touche quoi. Je sais pas pourquoi, mais peut-être il y a une force aussi, il y a quelque chose qui est émouvant. Et ces beautés-là, ces beautés modestes, il faut être capable de les voir. Et c'est justement, ça nous permet d'avoir une vision de la beauté un peu plus large et d'être un peu moins tous à trouver beau ou belle la même chose, les mêmes personnes. Mais de voir la beauté, par exemple, chez des gens plus modestes, c'est moins évident d'aller chercher les choses belles dans des choses moins évidentes pour ne pas être complètement obnubilé, fasciné par la grande beauté. Donc, je pense que c'est quelque chose qui nous donne de la force, mais il faut savoir aller la chercher aussi dans des petites choses simples. Je pensais que ce serait intéressant de parler du collectif par rapport à une idée très simple qui est l'idée de l'humain en société. Et quand j'ai appris le japonais, j'ai fait quelques études de japonais, j'ai vu que le symbole le mot, non pas homme, mais humain, en japonais, ça s'écrit, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça à peu près. Et au départ, je comprenais pas, donc on écrit comme ça et comme ça. Et moi, je voyais un bonhomme avec deux pattes. Ma vision d'européenne, j'ai vu un bonhomme, quoi. Non, mais c'est beaucoup plus intelligent que ça. En fait, c'est deux personnes, l'un qui s'appuie contre l'autre. Et en fait, ou bien comme ça, parfois on l'écrit vraiment les joints comme ça en haut, et donc c'est deux personnes. Ça veut dire qu'on n'est jamais seul, on est toujours avec quelqu'un, on est toujours appuyé ou on appuie quelqu'un d'autre. C'est vraiment
la vie en société. L'humain, c'est un être social. On ne peut rien faire seul. Imaginez qu'on est en train de faire quelque chose seul, c'est vraiment une énorme bêtise. Par exemple, tout ce qu'on fait est juste un maillon dans une chaîne qui a commencé avant nous, qui va finir après nous. Il faut toujours se rendre compte qu'on s'inscrit dans un processus collectif. Et par rapport à la création, ça aide, ça nous décharge de pas mal de responsabilités dans le sens où on ne dit pas c'est une création qui sort de ma tête, oulala, oulala, est-ce que l'idée va être géniale, est-ce que ça va être original? C'est un atelier collectif où on partage le matériel et on laisse chacun libre de faire comme il veut. Et ça, c'est une formule que j'ai imaginée. Parce que, en fait, je trouve que le problème, si on a un collectif, c'est qu'il va forcément y avoir une ligne directrice et il va forcément y avoir des chefs ou un chef ou une chef. Et ça peut être très bien, mais ça peut aussi être extrêmement... ça peut être un mécanisme de soumission de certaines personnes qui n'auraient peut-être pas la force de mener, qui seraient un peu considérées inférieures, qui dans cette espèce de structure assez rigide, qui seraient un peu subordonnées. Et personnellement, je trouve que c'est pas favorable pour la création, en fait. Par contre, ce que je trouve vraiment bien avec le projet que nous avons réalisé, c'est juste de dire, on donne les moyens de réaliser et après, chacun fait comme il veut, comme elle veut. Les gens peuvent se grouper pour des projets ou pas, mais il n'y a pas une ligne conductrice, il n'y a pas d'esthétique, il n'y a pas même d'idéologie, rien de tout ça. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à tous, ensemble, partager un loyer et mettre des machines en commun, des machines qu'on a soit achetées, soit empruntées ou récupérées, de les réparer, de les entretenir, d'acheter des matériaux, de les partager, d'avoir une sorte de petite routine de gestion, comme une entreprise en fait, une entreprise de production, une petite usine en fait. Et là-dedans, faire vraiment attention qu'il n'y ait pas des chefs, donc d'avoir un roulement. Ce n'est pas difficile à mettre en place, hein. Il y a des fois des gens qui sont peut-être extrêmement intelligents et instruits et habitués à diriger, qui vont vouloir retrouver ces mêmes réflexes et qui vont penser qu'il y a une espèce de logique, en fait, de loi naturelle qui fait qu'ils doivent diriger. Moi, je trouve qu'il faut faire attention à ça et il faut les respecter, bien sûr. Il ne faut pas les écraser, bien sûr. Il faut faire attention, ménager l'amour-propre des gens. Mais il faut aussi encourager les gens qui ont moins d'expérience, qui sont plus timides, à essayer de faire des choses et même pas de diriger, mais de prendre des responsabilités. Et en général, on a des bonnes surprises parce que quand les gens se sentent valorisés, on leur dit, ben vas-y. Et puis si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Si des problèmes ne sont pas résolus rapidement, ce n'est pas grave. On n'a pas de contraintes extérieures absolues du moment qu'on n'a pas un loyer cher à payer. Donc évidemment, la clé, c'est ça, c'est le loyer. Si on paye très peu, on est beaucoup plus libre que si on paye beaucoup. Si on a un loyer cher, on doit courir après l'argent, les erreurs, ça coûte cher, et il va y avoir une hiérarchisation très rapidement en fonction de la performance. Tandis que si le loyer est très bas, et heureusement dans cet atelier c'est le cas, on peut dire de toute façon, il n'y a pas de problème, on n'a pas réussi encore à changer tel système, à changer par exemple l'organisation, la gestion de certains matériaux, ça ne marche pas très bien, il y a des choses qui s'abîment, il y a de la confusion, il y a des choses pas qui se perdent, mais voilà, qui sont mal utilisées. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, il faut être patient et petit à petit,
Ça, c'est ça le collectif. Il y a une sorte de prise de conscience quand c'est vrai. Il faudrait faire un peu plus attention parce que ça coûte, malgré tout, ça coûte de l'argent. Donc, alors, si on essaie d'imposer un système, voilà, on va faire comme ça, les gens vont se braquer, puis ouais, la chef, qu'est-ce qu'elle nous emmerde. Enfin, non, il faut justement peut-être suggérer de temps à autre, mais laisser que les décisions s'imposent collectivement. Et après, à un moment donné, quand tout est vraiment très clair, à un moment donné, oui, on va forcer un peu, on va dire, voilà, peut-être on va proposer un règlement, ou on va prendre des décisions collectivement, bien sûr, mais dans un cercle un peu plus restreint. On va prendre les décisions à 14 et pas à 200. Donc, mais après avoir laissé passer le temps, certaines décisions qu'on prend mûrissent pendant assez longtemps. Et les décisions qui peuvent gêner le plus, les décisions, par exemple, en rapport avec des conflits, là, on a vraiment passé beaucoup de temps à réfléchir. Moi, j'ai revu ma copie une dizaine de fois. Et finalement, on a réussi à trouver une formule qui convenait. C'est une espèce de petite gouvernance et l'important, c'est vraiment de respecter ce principe de base qui est l'égalité. Il faut être patient et c'est grâce au fait qu'on n'a pas trop de pression économique qu'on y arrive. Ça veut dire beaucoup sur la société dans laquelle on vit. Si on a moins de pression économique, tout devient plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est plus facile. Il faut prendre le temps de s'accorder. Parce que comme je disais tout au début, on est ensemble, quoi. C'est pas possible de dire « Ah ben moi je fais mon truc » comme les Américains. Moi j'y vais, moi je sais, je suis plus fort, j'ai mes sous. Ben non, à un moment donné, il y a un effondrement qui peut aller bien plus loin que juste son petit quotidien. C'est un effondrement qui peut concerner beaucoup, beaucoup de gens. Donc, il faut faire attention. Faut apprendre ça dès son plus jeune âge, en fait. Qu'on est tous ensemble et voilà, et pas juste nous, les humains, mais tout. C'est un tout. Voilà. En tout cas, l'atelier au Lila marche très, très bien. Et on va être relogé. C'est une très belle histoire. Hein. C'est une belle histoire qui m'a pris beaucoup d'énergie. Mais c'est une belle histoire qui continue pour toujours. Et au-delà de moi, j'espère. Je voudrais que, pour moi, c'est un atelier 100 ans, sans problème. Il faut que ça. C'est l'avantage des presses, comme elles sont très lourdes. On réfléchit 2 fois, il ne faut pas trop de bêtises, parce que bouger une presse, c'est du dur, quoi. Si on parle de l'art, on peut partir de l'idée qu'une œuvre d'art, en principe, appartient à quelqu'un ou à une institution. Donc, c'est un objet qui est déterminé dans l'espace, qui est là physiquement. Et c'est un objet qui contient beaucoup d'informations, qui contient bien sûr une richesse culturelle, une richesse humaine. Mais il est limité dans le temps et dans l'espace, enfin, dans l'espace en fait. Il est limité, il ne peut pas être... il appartient à quelqu'un qui va l'avoir peut-être chez lui, ou bien ça va être dans un fond. Or, quelque part, il n'appartient pas à cette personne, quelque part. Ça appartient à nous tous, parce que c'est le produit d'une société, c'est le produit d'un moment de l'histoire. Et donc, après la guerre, je pense que, bon, peut-être je dis des choses un peu trop, de manière trop imprécise, mais il y a eu l'idée, probablement après la guerre, de permettre au plus grand nombre de profiter de ces œuvres, de les comprendre et que ces choses parlent aux générations suivantes et soient pas juste la propriété d'un individu ou d'une institution. Et donc, pour ça, on organise des expositions. Et souvent, ça se passe dans des musées. Souvent, c'est vraiment très, très bien fait.
par des gens qui ont des commissaires d'exposition, bien sûr en lien avec des conservateurs, c'est des gens qui ont énormément de connaissances. Après, ils se font aider par des scénographes. Et on va présenter ces œuvres au public de manière intelligente. Et les gens vont pouvoir aller au musée et vont pouvoir apprendre et voir physiquement ces œuvres et s'inspirer, s'en émouvoir et s'ouvrir à d'autres manières de penser. C'est une façon d'avoir une idée des époques lointaines, d'autres cultures. C'est une énorme richesse et beaucoup de gens vont au musée et c'est vraiment devenu très populaire. C'est devenu... moi, quand j'étais petite, l'idée d'aller au musée, c'était vraiment des vieilles choses dans des placards et tout. C'était pas très excitant. Et aujourd'hui, je suis sûre que beaucoup de jeunes, bien sûr, des gens qui ont accès à la culture et même au-delà, des gens encore plus modestes, mais qui par l'aide par la volonté de leurs profs, qui vont aller au musée et qui sont très heureux d'y aller. Je trouve que c'est intelligent, c'est très intelligent. Après, il y a toute la problématique de l'appartenance, parce que si l'Angleterre est propriétaire des trésors de la Grèce, enfin, la France est propriétaire, on va dire, des trésors de l'Afrique. Après, il y a tout un problème avec la propriété. C'est très, très, très délicat. Mais en tout cas, le fait de me rendre accessible au plus grand nombre ces œuvres-là, c'est démocratique, c'est vraiment une façon de partager avec le plus grand nombre ces richesses. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à la diffusion, bien sûr, il y a un deuxième niveau de diffusion, c'est de photographier et de faire passer ça dans les livres, dans les magazines et bien sûr, au-delà, sur Internet. Alors évidemment, là, c'est dilué. Dans un livre, c'est pas mal quand même si c'est plus petit. Et la reproduction n'est jamais aussi bien que la réalité, mais c'est déjà pas mal. Et puis, il peut y avoir des explications. Puis, c'est surtout un document qu'on peut consulter beaucoup. Sur Internet, évidemment, ça commence à devenir plus problématique parce que là, c'est beaucoup plus petit. Et puis, souvent, c'est en pléthorique. On est vite noyé. Mais quand même, c'est une ressource très intéressante. Mais c'est une diffusion beaucoup plus diluée. Là, pour le coup, on parle de dilution, mais pour revenir à cette espèce de noble mission de diffuser, de partager avec le plus grand nombre, il faut faire attention. Je pense que les gens font attention en général. C'est que souvent les expositions ne sont pas réellement, ne cherchent pas sincèrement à faire une diffusion, mais plutôt sont des opérations de communication pour l'organisateur, pour le sponsor, un peu comme les événements sportifs, pour qui d'autre, pour les collectionneurs. C'est un peu un coup de pub. Et c'est vrai que quand on va dans des expositions comme ça, on trouve des discours abscons, on comprend rien, c'est très intellectuel, mais dans le mauvais sens. Et bon, les œuvres sont présentées, c'est hétéroclite, enfin, tiré par les cheveux. Puis il y a bien sûr beaucoup de coups de pub de l'organisateur ou du sponsor ou du collectionneur. Et on est un peu pris pour des pigeons en fait. Et donc, ce sont des opérations un peu de promotion, de communication. Ça peut être une entreprise derrière, qui se donne le beau rôle d'être mécène. Ça peut être de l'argent, blanchiment d'argent, des œuvres absolument énormes qui valent très 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 cher et avec des gros coups de pub. C'est les foires, les grandes foires où les choses se vendent extrêmement cher. On n'est plus du tout dans la diffusion. C'est des opérations de blanchiment d'argent, de marketing. Enfin, c'est assez puant, quoi. Donc, cette mission cette vocation de diffusion est souvent dévoyée. Et donc, ça décrédibilise l'art, les artistes. En plus, les artistes sont souvent un peu naïfs parce que
vu qu'il y a telle ou telle œuvre qui vaut des centaines de milliers d'euros, et eux, ils ont du mal à vendre une gravure à 40 euros, ils se sentent inférieurs. C'est ridicule. Faut oublier tout ce qui se passe dans ce monde de blanchiment, de pub, d'alibi culturel pour blanchir, pour glorifier une entreprise qui par ailleurs fait des horreurs. Il faut oublier ça. On peut pas trop passer son temps à s'occuper de ça, quoi. Donc c'est un mécanisme très délicat, la diffusion. Et moi j'y crois vraiment à fond les manettes. C'est important ça. Il faut se donner les conditions. Donc c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup de travail. Mais en tout cas, j'y crois beaucoup, la diffusion. Et c'est pour ça qu'en tant qu'artiste, l'idée d'exposer, ça me plaît beaucoup. J'ai envie d'exposer. Mais dans des bonnes conditions. J'ai pas juste envie de faire de la figuration pour qu'un tel se donne le rôle de mécène ou de nom de marque, que je sois totalement noyée. Non. Je veux pas non plus être la star, c'est pas ça, hein. Mais je veux que le travail soit vu pour lui, quoi. Et pas pour après vendre un tel ou à faire une entreprise de pub, enfin participer à une entreprise de pub, quoi. Donc les artistes doivent faire attention à ça. Quand on vous invite à exposer, il faut réfléchir, il faut négocier, si possible se faire rémunérer, ça c'est très bien si c'est possible, et être exigeant. Il faut coopérer, il ne faut pas non plus se prendre pour je ne sais pas qui et de dire « Oh non, mais moi ça ne va pas, je veux que ma pièce soit au milieu, je veux… » Non, parce que ça c'est vraiment très pénible, mais il faut avoir des exigences dans le sens où, par exemple, il faut pouvoir parler avec l'organisateur, il faut pouvoir discuter avec lui ou avec elle. Pas juste dire, bon, excusez-moi, et puis espérer que ça va bien se passer. De la même manière qu'il ne faut pas non plus vouloir être au milieu, enfin, il faut faire confiance aux autres. C'est un travail d'équipe, hein, encore une fois, c'est un travail d'équipe. Mais où l'artiste, quand même, reste maître de sa création. Donc, en tout cas, c'est très important pour nous, évidemment, la diffusion. Évidemment, très important. Moi, j'aime pas les épreuves dans la vie. Je trouve que c'est pas bon qu'on soit tout le temps mis à l'épreuve, quoi. Je trouve qu'on nous soumet à trop d'épreuves. La vie, déjà, elle est compliquée puisque quand on naît, c'est une épreuve pour la mère et pour l'enfant qui doit sortir de ce passage très étroit. Il est épuisé. C'est quand même terrible de passer de la condition de petit poisson dans l'eau, enfin de l'eau, bien sûr, dans la liquide amniotique, et puis de sortir et puis ce moment terrible où il faut remplir ses poumons d'air, respirer. C'est terrible quand même, c'est très très violent. Donc c'est une première épreuve incroyable pour la mère aussi. Après, bien plus tard, il y a l'épreuve de la mort. C'est très difficile de mourir en fait. C'est douloureux, c'est terrible, c'est vraiment une épreuve, quoi. Et tout le monde passe par la naissance et la mort. Peut-être si on s'endort, si on a un médicament où on s'endort, c'est le meilleur des cas, mais sinon mourir, c'est une bataille. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un mourir, mais c'est terrible, quoi. C'est très très fort. C'est une épreuve. Après, dans la vie, de toute façon, il y a beaucoup d'épreuves. Dans l'amour, il y a des épreuves, la séparation, la perte, la douleur. Il y a beaucoup d'épreuves. À chaque fois, on est mis à épreuve et c'est incontournable. Mais donc, d'en rajouter, moi, je trouve que c'est pas possible, quoi. On épuise les gens. Et donc, si on est épuisé par l'épreuve du travail, l'épreuve de l'argent, l'épreuve de chercher un logement, d'avoir à faire des acrobaties pas possibles, toutes ces épreuves, après ça, on devient plus faible, on perd un peu, je dirais, on perd un peu l'équilibre
psychique, donc on s'affaiblit et donc on est moins capable de faire face aux épreuves qui, elles, sont incontournables, qui font partie vraiment de la vie. Donc moi je suis contre, je pense qu'il faudrait vraiment se débarrasser de beaucoup d'épreuves, même à l'école quoi. Faudrait se débarrasser de ces épreuves. Je trouve aucun intérêt en fait. Le moins d'épreuves possible en fait. On s'en débarrasse de ça. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance dans ses décisions, dans ses intuitions. Et puis il faut tenir, c'est vrai qu'il faut tenir. Et alors, quand on est artiste, on n'a pas beaucoup de retours au départ. Hein. On n'a vraiment pas de retours. On a plutôt des choses qui nous tirent vers le bas. Par exemple, on n'est pas sûr de soi, on trouve que son travail n'est pas très bon. Et d'ailleurs, des fois, les gens se privent pas du plaisir de le dire. Hein. C'est un peu nul, c'est pas beaucoup d'intérêt. Enfin, waouh, des fois, c'est dur. Hein. Et puis, on ne gagne pas d'argent, et puis surtout, on voit d'autres autour de soi qui font un travail beaucoup mieux, et puis eux, par contre, ils arrivent à vendre, et eux, ils ne se privent pas du plaisir de le montrer, enfin, les comportements, des fois, c'est assez incroyable. Je trouve que c'est un peu comme à l'école, où les gens comparent leurs notes, et c'est un peu puéril tout ça, en fait, cette espèce de concurrence. Donc, pour un artiste, et je pense vraiment c'est pareil pour tout, hein, il n'y a pas de différence, il ne faut pas se comparer aux autres, on n'est pas dans une concurrence. On fait ce travail parce qu'il faut le faire, parce qu'on a décidé qu'on va le faire, il y a une raison, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Et on le fait tranquillement, on ne se compare pas. Voilà, faut vraiment être assez humble en fait pour faire un travail artistique. Et quand on arrive à se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer, bah encore une fois, c'est universel ça, eh bien on se sent beaucoup plus calme et on avance bien mieux. Et je pense que le problème pour les artistes, c'est que l'art n'a pas d'utilité immédiate. Et les gens, souvent, en sens ça, ils t'en veulent parce que tu prends le temps de faire quelque chose qui n'est pas utile directement. Hein. Et on sent quand même une sorte de désir un peu de t'empêcher, de te détourner, par exemple, je trouve que tous ces mécanismes de concours, même des expositions ou à mettre un tel devant, enfin, c'est des sortes de petites stratégies pour t'ébranler. C'est assez méchant en fait. Et tu te dis, mais pourquoi? Je pense que c'est parce que quand on prend cette liberté de créer, il y a des gens qui sont agacés, vraiment profondément agacés par le fait que tu t'octroies la liberté de créer. Et donc, si on essaye de mettre les petits bouts ensemble, on se dit en fait, oui, c'est ça, ça rend un peu, ça rend les gens furieux, souvent, hein. En général même. Parce qu'eux, ils ont des tas de contraintes. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut justifier de ci, il faut justifier de ça. Et toi, non. C'est que j'ai envie de le faire. C'est pas que il faut le faire. C'est j'ai envie de le faire. C'est différent quand même. Il faut le faire. Je suis justifiée. Non, on a juste envie de faire ça. Et bah, il y a des gens qui ont un peu du mal à supporter ça. Donc, oui, cette sorte de liberté qu'on prend, il faut avoir la foi pour rester fidèle à ça. Hein. Mais bon, on a tellement de plaisir à faire ce qu'on fait que ça va quoi. La foi, on s'y accroche pas en permanence. C'est juste dans les moments un peu difficiles. Mais sinon, on est nourri par le plaisir.
de cette quête, de cette recherche et de la création, il y a quand même un objet matériel qui sort. C'est extraordinaire, hein, vraiment. Donc la foi, surtout au début, et après, ça roule. Voilà, il ne faut pas se laisser influencer, empoisonner par les autres. Très important. Mais ça, c'est pour tout. Quand on grave, on va pénétrer une matrice, une matière. Donc ça peut être du bois, du lino, du cuivre, du zinc, de l'acier, du plexiglas, du carton. On va rentrer dedans. Donc ça demande une certaine force. Donc soit pour le métal, on va utiliser des produits, de l'acide en fait, des mordants. Soit on va utiliser des outils qui sont très incisifs. Ça calme en fait, ça fait du bien. Je pense que c'est plus intéressant d'exprimer sa rage par la gravure que d'aller insulter quelqu'un ou faire mal à l'animal. Voilà. Je trouve qu'on a de la violence en nous. Je trouve que c'est merveilleux de pouvoir canaliser cette violence et que ça rentre dans une plaque qui va subir. Et après, et ça reste en plus. Si je fais un dessin, des fois, je m'acharne et le papier finit par lâcher. Mais une gravure, c'est extraordinaire. Et puis aussi, très important, hein, parce que ça va dans les deux sens. La plaque, elle résiste. Donc c'est une bataille. Hein. La plaque, elle résiste. C'est pas un bout de caoutchouc, c'est pas tout mou, quoi. Ça résiste. Donc, c'est parce que ça résiste qu'on doit exercer une force que du coup, ça fait sortir ce qu'on a de un peu, pas dangereux, mais je dirais, un peu violent, quoi. Oui. Et ça fait un bien fou. Vraiment, ça fait un bien fou. Je pense que on peut, par exemple, un pianiste, quand on voit un pianiste jouer, il y a vraiment beaucoup de force, de violence. Quand on voit certaines danses, par exemple, des danses africaines, c'est très fort, quoi. Il y a vraiment une violence. Et les graveurs, on a l'air très tranquille comme ça, mais quand on est sur une plaque, je peux te dire, enfin, tu sais, il y a pas mal de choses qui se passent. Aussi, quelque chose que je n'ai pas dit, peut-être que j'aurai l'occasion de dire plus tard, c'est l'importance du travail manuel. Ça rejoint ce que je disais sur la violence, sur aussi le fait d'être en forme, d'être bien, d'avoir vraiment son corps qui est là, qui répond. Le travail manuel, c'est vraiment très bien pour la tête, quoi. Ça calme, en fait, on s'oublie complètement. C'est comme si on n'existe plus et c'est la plaque qui existe. On est vraiment concentré sur la plaque. Je pense que tout travail a cette vertu. C'est pour ça que c'est important de travailler, non pas pour gagner de l'argent et pour répondre aux ordres, aux désirs des autres, mais pour faire quelque chose. C'est une manière de canaliser son énergie et d'exister. Pas penser à soi tout le temps. Penser à ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est absolument... je pense que c'est l'humanité, on est fait comme ça. Les animaux, pareil, on est pareil. Ils sont toujours occupés à faire quelque chose, ou bien ils se reposent, ce qui est indispensable. C'est presque un travail aussi. Mais ils sont toujours occupés. Ils regardent au loin. Est-ce qu'il y a danger, comment je vais faire pour manger, il faut que j'aille chercher ma bouffe, et puis se reproduire, c'est tout un rituel, on dit toujours en activité, le travail pour moi c'est ça, c'est l'activité, et la gravure, comme c'est assez cantonné, c'est très précis, vraiment on est concentré dessus, et à la fin de la journée, on a l'impression qu'on a vraiment fait quelque chose, on a fabriqué quelque chose qui existe, la plaque est là, et c'est très satisfaisant. Mais en général, pour arriver à la gravure, il y a tout un cheminement parce que, comme je disais, pour la lettre A, je crois, c'est très cher. Les matériaux sont très chers. Donc, en général, on arrive à la gravure une fois qu'on a quand même une démarche assez consistante. Il y a la dimension toxique. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on pourrait évacuer complètement la toxicité de la gravure. Et à ce moment-là, c'est vrai que, bon, je pense qu'on
serait une limite quand même. Il y a quand même des risques dans presque tous les métiers. Et en gravure, il y a des risques. La gravure sur bois, par contre, beaucoup plus écologique déjà, beaucoup plus... c'est plus sage en fait, c'est une espèce de sagesse incroyable. On prend un bout de bois, on a la gouge, on creuse gentiment la maison, ça dérange personne, c'est pas du tout toxique, il n'y a pas de déchets. C'est vrai que c'est assez génial, hein. D'ailleurs, je connais un sérigraphe qui m'a dit qu'il veut arrêter la sérigraphie parce que ça consomme trop d'eau et qu'il veut faire de la gravure sur bois. Donc je dis, bah super, vas-y, je t'encourage. C'est vrai que la sérigraphie, c'est extrêmement consommatrice d'eau. C'est incroyable. Je dirais que c'est encore moins écologique que la gravure. En gravure, on a quelques petits déchets. On a par exemple le chlorure de fer. Au bout d'un moment, il faut s'en débarrasser. Mais franchement, c'est peut-être un bidon par an ou 1 an et demi. On le ramène à la déchetterie quand même. Après, il y a la question un peu éthique des outils, des matériaux qu'on utilise, notamment le cuivre. Il paraît qu'au bout de quelques décennies, il n'y aura plus du tout de cuivre. Et c'est vrai que des fois, on regarde sa plaque, on dit waouh, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il a fallu pour arriver à l'extraire, qui l'a extrait, dans quelles conditions. C'est quand même hyper luxueux. C'est un peu comme les matériaux, moins, mais un peu comme la matière première dans un téléphone portable. Alors, apparemment, on est en train de bousiller la planète pour fabriquer nos portables, nos ordinateurs. Moi, je pense que les plaques de cuivre qu'on utilise, c'est vraiment très marginal par rapport à cette consommation et cette pollution provoquée par l'industrie du numérique. Donc, du coup, je me dis, bon, allez, je vais faire quelques plaques, je fais attention. Je ne vais pas acheter des grandes plaques de cuivre, je vais récupérer du zinc, par exemple le zinc de toiture. Quand j'achète des plaques de cuivre, je réfléchis quand même avant. Moi, j'aime beaucoup rire. Je ne veux pas qu'on me trouve drôle. Je préfère que les autres soient drôles pour que je rie. C'est un peu comme la beauté. Ça ne m'intéresse pas d'être belle. Ça m'intéresse de voir les autres qui sont beaux. Ça me plaît énormément. Et moi, j'ai absolument aucune vocation à être drôle. Mais je dirais même prétention d'être drôle. Je considère que par exemple, je ne considère pas que j'ai un sens de l'humour ou que je sois drôle, en fait. Mais j'adore les autres quand ils sont drôles. Ça, j'adore. Pour moi, c'est vraiment... Je mets au-dessus de la beauté. C'est le top, quoi. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus désirable, c'est l'humour. Alors, pourquoi? Alors, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, que c'est preuve d'intelligence, que ça nous fait beaucoup de bien. Il y en a qui disent qu'il faut rire un certain nombre de fois par jour pour aller bien. C'est pas tellement ça qui me plaît dans l'humour, c'est plutôt le côté anarchique et incontrôlable de l'humour. C'est un peu comme un dérapage. C'est comme si on avance et puis on fait attention à tout et tout d'un coup il y a un truc qui dérape et qui fait rire. Le truc classique, c'est un accident, quoi. Parfois je me vois en train d'essayer je sais pas, c'est pas forcément dans la gravure, ça peut être essayer par exemple d'accrocher un rideau ou de monter pour ranger quelque chose et puis on a fait des efforts énormes et puis tout d'un coup tout s'écroule. On rit de ça parce que c'est un dérapage. Et je trouve que c'est magique parce qu'évidemment, on ne va pas non plus, si on meurt, évidemment, si on a un accident grave, ce n'est plus du tout drôle. Mais tant qu'on n'en meurt pas et il n'y a pas une catastrophe, c'est quand même drôle. C'est une espèce de moment de déviation qui dédramatise, qui nous font prendre du recul. Et je trouve que c'est absolument important. Et c'est bien sûr physiologiquement de rire, mais mentalement, je trouve que ça nous fait un bien fou. Je considère qu'il y a un lien entre l'humour
et la sexualité dans leur dimension très puissante et très... oui, leur dimension puissante et salutaire. Parce que la sexualité, pareil, c'est quelque chose qui nous fait perdre un peu la tête, on ne contrôle pas. D'ailleurs, c'est très drôle de voir les gens qui tombent amoureux. Il y a un tel qui tombe amoureux de l'autre, qui tombe amoureux, qui tombe amoureuse de l'autre, et puis l'autre finalement. C'est comique en fait, tout ça. C'est pas le désir qui est, enfin, c'est pas la sexualité en elle-même qui est comique, mais c'est le fait de perdre le contrôle, de ne pas pouvoir canaliser, qu'on est dépassé en fait. Et je trouve ça formidable. C'est comme des frères ou des sœurs très proches. Alors, entre les deux, entre l'humour et la sexualité, évidemment, l'humour, ça passe mieux. La sexualité, ça a toujours été un problème dans nos sociétés, comment dire ça, monothéistes, patriarcales. C'est toujours un problème parce qu'on veut contrôler, on veut maîtriser, on veut finalement empêcher les autres de trop jouir de la sexualité, donc on va les réprimer. Moi, je considère que la domination a à voir avec ça, c'est le désir d'empêcher les autres d'avoir du plaisir, en fait. C'est même pas parce qu'on veut un palais, c'est même pas parce qu'on tient absolument à tel ou tel objet, mais qu'on veut une sorte de puissance parce que c'est enrageant que les autres profitent, que les autres jouissent. La jouissance des autres, dans notre société, je trouve que ça pose un problème. Donc, on essaie de canaliser, d'utiliser la sexualité pour que les autres soient toujours en manque et puis qu'ils fassent le nécessaire pour l'obtenir, quoi. Donc, la sexualité est beaucoup moins libre, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. L'humour est plus libre quand même, ça dérange moins. Ça passe, c'est malin parce que ça passe comme ça, c'est imprévisible, ça peut surgir à tout moment. Et dans une société très rigide et très, très conservatrice, comme par exemple en Angleterre, l'humour est absolument indispensable parce que sinon les gens deviendraient complètement fous. Ou bien il y aurait une révolution. Donc l'humour, c'est une espèce de soupape, ça permet quand même de garder un certain équilibre qui est bien sûr en faveur des classes supérieures. Donc si on prend l'humour anglais qui est extraordinaire, vraiment, on prend les Monty Python, c'est vraiment une soupape, c'est le moment où on lâche, où on se permet tout, pour après rentrer dans l'ordre, pour après reprendre nos habitudes. Donc c'est un humour qui est, comme je dis, une soupape qui permet de maintenir le système de classe sociale, en fait, en se moquant des classes sociales, en se moquant allègrement, en fait, voilà, on se détend, allez, on s'amuse un peu, on rigole énormément, et après, tout le monde rentre dans l'ordre. Donc, ça ne veut pas dire que l'humour n'est pas bon, hein. C'est très très bien, mais c'est juste que ça dépend de la société aussi. Dans une société où tout est vraiment très contrôlé, l'humour va servir évidemment au système en place. Dans une société qui est plus fragile, qui est plus en mouvement, par exemple, je pense au Mexique, à la fin de la dictature, donc au début du XXe siècle, la société était en mouvement. Et donc là, l'humour je pense, bon, c'est mon idée, l'humour a servi à libérer certaines forces de rébellion. L'humour, donc les images satiriques de l'époque, ça permet aux gens de rire et puis de se connecter, parce que l'humour, ça sert énormément à se connecter aux autres. Et je pense que ça a participé à ce mouvement révolutionnaire. La révolution mexicaine, je crois que ça a été précédé par beaucoup, beaucoup d'humour dans les images. Il suffit de voir des images satiriques extraordinaires. Donc l'humour peut avoir une force révolutionnaire, voilà. Donc moi, je fais des images, peut-être parce que j'ai un peu cette idée dans ma tête de faire évoluer la société. Et la satire, ça peut servir à ça si on est dans un terreau fertile où les gens aiment beaucoup la critique, ils aiment beaucoup la discussion. Donc je participe un peu de ça par le biais de l'expo qu'on fait sur le jour des morts, et j'ai fait des dessins, des gravures en fait satiriques. Ça fait du bien,
c'est vrai, ça fait énormément de bien. Mais je pense qu'il y a des idées quand même qui se propagent par l'humour. Il ne faut pas être trop sérieux, mais plutôt se moquer. C'est très efficace, quoi. C'est tellement efficace de faire rire, parce qu'on perd ses moyens. Il n'y a pas de censure, quoi. On est, ah, ok. Et même malgré soi, c'est très, très efficace. Mais voilà, c'est un moment de l'année, ça c'est balisé, c'est le jour des morts, c'est des codes. C'est des codes, donc je me rentre dedans assez facilement. J'aime beaucoup faire ça. Je pense que l'humour anglais, ça m'aide parce que comme les Anglais adorent l'absurde, j'introduis cette dimension d'absurde dans mon travail. Par exemple, il y a une image qui a beaucoup plu. C'est une image, donc c'est un squelette. C'est le squelette, enfin c'est un squelette vivant, c'est un personnage qui est représenté sous forme de squelette. Et cette personne a l'Alzheimer. Et alors elle a un petit chapeau avec une fleur et une canne pour marcher. Mais comme la personne, c'est un homme ou une femme, je ne sais pas trop, on ne sait pas trop avec les squelettes d'ailleurs, cette personne veut aller se promener, mais au lieu d'ouvrir la porte et sortir, elle essaye de rentrer dans la machine à laver, par exemple. Et puis je l'ai appelée Calavera Alzheimer. Je me suis dit, bon, c'est un peu fort de café quand même de se moquer des gens qui ont de l'Alzheimer, mais en fait, c'est pas ça. Je me moque de notre condition, notre confusion, aussi notre fragilité. Puis voilà, on peut rire des choses comme ça, c'est un peu noir. On peut rire des choses comme ça. Il y a une forme d'humour que je n'aime pas du tout. Ça, c'est quand on se moque de la sexualité, des pulsions sexuelles, quand on se moque de ça. Les blagues sexuelles, par exemple, en général, c'est horrible parce que en tout cas, je les déteste. Parce que je trouve que se moquer de la pulsion sexuelle, qui est une pulsion absolument fondamentale, je trouve qu'il y a un côté, une histoire de perversion ou même un côté un peu facho, quoi, en fait, de se moquer, de dénigrer la sexualité et par extension le corps de la femme, de se moquer d'un gros cul, par exemple, des choses comme ça. Je trouve que voilà, je supporte pas, en fait. Je peux pas rire. Et d'ailleurs, j'ai une discussion avec des amis à moi. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui fait des blagues comme ça? Est-ce qu'on fait haha oui, bon bah c'est pas très drôle, ou est-ce qu'on dit écoute non, ta blague n'est pas drôle? Je recommande aux gens de dire carrément à la personne ce n'est pas drôle. Quelqu'un qui veut plaire en étant drôle, il va vite changer de stratégie, il va vite changer de cap, parce que si tu fais une blague qui tombe comme ça à l'eau, pas qui tombe par terre, tu arrêtes, hein, parce que c'est raté. Pour être indépendant, il faut de l'intuition. Parce qu'en fait, quand on est indépendant, ça veut dire que le chemin n'est pas tout tracé. On prend des risques et il faut être capable d'ajuster, de rectifier le tir. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et je pense que c'est important qu'il y ait une part de la société qui est constituée de personnes qui travaillent de cette façon-là, parce que sinon la société, elle se deviendrait très rigide. Si tout le monde a le mode d'emploi, le chemin tout tracé, bien sûr il en faut pour certaines choses. Par exemple pour l'hôpital, il faut qu'il y ait des protocoles, il faut que ce soit extrêmement organisé. Même pour, non pas le gouvernement, mais les pouvoirs, les trois pouvoirs, il faut qu'il y ait une structure, c'est vrai, comme une colonne vertébrale, bien sûr. Mais après, il faut qu'il y ait des parties qui sont en évolution, qui se transforment, qui cherchent, et qu'il y ait un dialogue, bien sûr, entre les deux. Donc, par exemple, sur l'échelle de l'économie, ça serait des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des toutes petites entreprises. Et moi, je trouve qu'on a beaucoup trop favorisé les grandes entreprises et on a très malmené les petites et très petites entreprises. Et pourtant, il paraît qu'il y a beaucoup de petites entreprises en France.
mais qui sont un peu à la botte des grandes entreprises, qui sont très dépendantes des grandes entreprises. Du coup, paradoxalement, les petites entreprises qui devraient être indépendantes sont dépendantes des grandes entreprises. Donc ça, c'est super mauvais, je trouve. Un artiste est un travailleur indépendant, donc par excellence, le travail artistique n'est absolument pas tracé d'avance. En tout cas, si on est intègre avec soi-même, on ne va pas juste répondre à une demande, à une mode. On va quand même faire un travail plus personnel. Et surtout, parce que, comme je disais pour la lettre, c'était quelle lettre? Collectif. On est bien sûr, on n'est pas un individu, on est isolé. Hein, on est bien sûr un produit d'éléments collectifs. On est le résultat de plein d'influences. Mais à un moment donné, il faut être sincère et il faut avancer suivant ses convictions et il faut décider soi-même et ne pas être tout le temps sous l'influence des autres. Et c'est très important, je pense, parce qu'on va débroussailler, on va trouver des chemins nouveaux. C'est un peu comme des tout petits ruisseaux qui vont passer par-ci, par-là, ou des interstices, des plantes un peu plus humbles qui vont arriver à pousser à un certain endroit. Et puis cette petite plante, elle va servir pour des insectes, et ces insectes vont polliniser une plante à côté. Enfin, quand il y a une grande diversité de formes de vie, en fait, ça participe à l'ensemble, ça rend une espèce d'écosystème, ça participe à la solidité de l'ensemble, tandis que s'il y a seulement, on favorise une seule plante, il y a tout un tas d'espèces qui vont péricliter, et dans le cycle long ou moins long d'ailleurs, même l'espèce dominante, elle va se dessécher, après, elle va être requinquée avec des produits chimiques. Enfin, c'est un cycle assez... c'est une très courte vue de vouloir trop se spécialiser. Pour le travailleur indépendant, je trouve qu'on est un peu comme des petits éclaireurs. On cherche des petites voies. Et bien sûr, c'est très modeste et en général, on n'a aucune reconnaissance. Mais je trouve que le fait de nous connecter différemment, comme au niveau un peu microscopique, c'est des sortes d'alliances, des sortes d'alliages. Eh bien, en fait, c'est très excitant. C'est vraiment génial. Et après, c'est suivant l'histoire de chaque personne. Mais moi, personnellement, je n'aurais pas pu suivre un seul chemin toute ma vie et avoir un mode d'emploi bien déterminé. Peut-être parce que j'ai senti le besoin d'explorer. Je ne sais pas, je pense que tout est intéressant. De toute façon, on est tous connectés. Mais il faut qu'il y ait des gens indépendants et franchement qu'il y ait des petites sociétés, des artisans. C'est tellement lamentable qu'on perde nos artisans, les gens qui travaillent avec leurs mains. Et évidemment qu'on valorise les métiers les moins valorisés. Tout ça pour moi c'est une question d'équilibre. Donc, qu'est-ce que je peux dire? L'intuition, oui, je voulais quand même mettre en rapport l'indépendance et l'intuition. Donc, comme on n'a pas de mode d'emploi très bien déterminé, on utilise beaucoup notre intuition. Et l'intuition, je trouve que ça nous rapproche un peu de la condition animale, ça nous révèle notre condition animale, qu'on est plus intelligent de ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que comme les animaux, on a une espèce de sens du danger, des possibilités, et c'est pas forcément rationnel, c'est pas forcément quelque chose qu'on a appris à l'école. Et si on écoute son intuition, en fait, on est capable de beaucoup plus de choses de ce qu'on imaginait, et on peut calculer sans même calculer, on peut même presque prévoir des difficultés, des forces qu'on peut avoir à un moment. Enfin, on sent qu'on peut y aller, quoi. Donc l'intuition, c'est vraiment nécessaire pour être indépendant. Je pense qu'il faut, comme les animaux, quoi, comme les animaux, faut s'écouter, vraiment, il faut s'écouter.
Et puis, dans le travail artistique, là, je pense que quand on arrive au stade où on est en train de créer, après toutes ces questions d'indépendance, d'intuition, de survie, on les lâche en fait, parce que ça peut être un peu gênant d'être tout le temps obsédé avec cette idée, qu'est-ce que je fais, comment je fais. À un moment donné, il faut quand même dire, bon, c'est bon là, je suis là, je vais faire mon travail tranquillement, comme la personne qui a le mode d'emploi parfaitement en place. À un moment donné, il faut quand même avoir cette sérénité-là. Mais on l'obtient après avoir quand même débroussaillé pas mal et avoir, je dirais, géré pas mal d'angoisse. À un moment donné, il faut aussi mettre ça de côté. Le mode d'emploi, dans l'art, 0. Moins que 0. Sinon, évidemment, si on va faire du droit ou on va être médecin, mathématicien, tout ça, évidemment, on a besoin d'un mode d'emploi pour démarrer. Après, bien sûr, ou même les musiciens, on a besoin. Nous, le mode d'emploi, c'est juste apprendre un peu la technique, mais voilà quoi. Mais un artiste qui a un mode d'emploi pour réussir, non, ça va pas, ça, c'est nul. Pour moi, juger, c'est un mot grave. On juge quand ça va pas, quand il y a eu infraction à la loi, si là où les personnes sont trouvées coupables, il y a condamnation. Donc on est dans quelque chose de grave. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à ça ? C'est qu'il y a quelque chose qui m'a toujours questionné, c'est pourquoi est-ce qu'on juge les personnes ? Pourquoi est-ce qu'on ne juge pas les causes ? C'est-à-dire, il faudrait mettre en question à chaque fois les causes. Bien sûr, on essaye de faire ça de toute façon. Mais en fait, pourquoi on juge la personne ? Puisque la personne a commis telle ou telle infraction pour des raisons. Bien sûr, ça peut être quelqu'un qui a des failles importantes, mais il y a quand même des causes. Donc, je trouve que ce serait intéressant de concevoir, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire, mais de concevoir qu'on cesse de juger les gens et qu'on juge les causes. Il y a une petite prémisse de ça dans les classes actions, je crois que ça s'appelle, où on juge pas un individu dans une entreprise, mais on juge toute la société, toute l'entreprise. Donc c'est une espèce d'amorce de ça. De la même manière que pourquoi on envoie les gens en prison, ça va pas forcément les aider beaucoup. Éventuellement, ça les met un peu à l'abri ou plutôt ça met la société à l'abri des personnes qui peuvent être dangereuses. Mais est-ce que la prison, c'est la meilleure solution ? Je pense qu'on est très nombreux à croire qu'il faut vraiment penser à autre chose ou penser la prison différemment. C'est intéressant de penser à la notion de juger ceux qui jugent et ceux qui sont jugés dans ces situations de révolution, parce que là, il y a un inversement des rapports. Ceux qui jugeaient vont être jugés, c'est-à-dire ceux qui jugeaient qui avaient la position de supériorité vont se retrouver en situation d'infériorité, qui vont être jugés par ceux qui étaient jugés avant. Ça, c'est une situation révolutionnaire, donc de renversement total, quelque chose d'extrêmement total, brutal, qui ne va pas forcément avoir des suites parfaites non plus. La question du jugement est très, très profond, très sérieux. Je pense que, bien sûr, c'est nécessaire à un moment donné de juger, c'est une espèce de rituel qui permet d'apaiser que si quelqu'un a commis un crime, quelque chose de grave. Bien sûr, on ne peut pas réparer ce crime, mais ça apaise de savoir que cette personne a été jugée et que ça a été prononcé de manière extrêmement grave et sérieuse, et c'est une façon d'apaiser. Et donc, par rapport à ça, je pense beaucoup aux colonisations et qu'il n'y a pas eu de jugement de ces colonisations.
Il y a eu quelques excuses, mais je pense qu'il faudrait aller plus loin. Je pense que toutes les colonisations passées devraient être jugées et il faudrait qu'il y ait un versement d'indemnités, mais des indemnités colossales, ce qui changerait même le rapport économique du monde. Il faudrait que si on imagine tout ce qui a été volé, par exemple au Mexique, au Pérou, pendant la conquête, si on remboursait, vous vous imaginez ce que ça signifierait pour le budget, par exemple, de l'Espagne ou de l'Europe, ce serait énorme. Ce serait vraiment, là, pour le coup, révolutionnaire. Et je pense que tant qu'on n'a pas sérieusement jugé ces crimes, bon, moi je considère que toute forme de colonisation est un crime, on est vraiment dans la merde, parce que ça peut pas aller mieux, ça ne peut aller que pire, parce que ce sont des blessures qui ne vont pas se réparer sans qu'il y ait jugement. Et moi, je pense que toutes les colonisations devraient être jugées et indemnisées. C'est un peu mon obsession. Alors évidemment, c'est pas moi qui vais ni écrire ni suggérer ça publiquement, mais je le pense et ça m'habite et ça me préoccupe et j'en suis convaincue. Donc pour moi, le jugement, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est très important et très grave. Si je devais travailler dans le droit, je serais soit juriste, soit juge. Juge, c'est un beau métier, quoi. Mais les juges sont éprouvés, il y a trop de cas, il y a trop de procès, il y a trop de contentieux, il y a trop de choses qui ne vont pas. Il faut réfléchir, c'est quoi, pourquoi tout le monde est submergé de problèmes comme ça. Il y a des causes. Pas toujours récupérer les problèmes, les gérer, mais essayer en amont d'empêcher les problèmes d'arriver. Mais bon, quand les problèmes arrivent, il faut juger. Et c'est ce qui s'est passé avec les colonisations. C'est une aberration, c'est une monstruosité. Voilà, il faut gérer ça maintenant. Il faut juger ça et rembourser. Rembourser ces pays, rembourser ces peuples. Des sommes absolument colossales qui nous obligent à revoir tout, quoi. J'en suis convaincue. Karma. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. On dit que quelqu'un a... C'est quoi un karma? Quelqu'un qui constamment face à des problèmes insurmontables, tout ce qui est terrible arrive à cette personne, ce n'est jamais également réparti, c'est toujours le même qui a les problèmes. Par exemple, quelqu'un qui va voir sa femme qui tombe gravement malade, son enfant qui est handicapé, son toit qui s'effondre, un accident de voiture, voilà, on dit que c'est quelqu'un qui a un karma. Et moi, je ne connais pas grand-chose à la pensée hindouiste. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a l'idée qu'on a plusieurs vies, et il y a la réincarnation à la fin de la vie, donc on revient. Et on revient sous une autre forme qui est largement déterminée par ce qu'on a fait dans sa vie précédente. Et donc on charrie avec soi des sortes de péchés, des méfaits de sa vie précédente. Et que c'est une sorte de chaîne infernale, parce qu'on ne va jamais pouvoir s'échapper de ces méfaits, puisque ça va nous poursuivre, non pas juste pendant sa vie, mais au-delà. Et donc, en fait, il faudrait pouvoir mourir, mais comment on va renaître, c'est terrible. Et donc, la meilleure façon de sortir de là, c'est de se surélever et d'atteindre un état... entrer dans le nirvana, entrer dans une espèce de paradis où on est débarrassé de la vie. Donc, c'est assez étrange pour nous, parce que nous, on est très, très attachés à la vie, on veut profiter de la vie, et dans cette pensée hindouiste, c'est un peu comme si la vie, c'est une punition, on a envie de s'en libérer, en fait. Donc,
C'est une pensée très étrange pour nous et je pense que moi j'ai jamais été en Inde, mais je crois que c'est un pays difficile pour nous de comprendre. Donc moi à ma façon, parce qu'on est quand même on s'inspire d'autres cultures. Je me dis que moi je ne crois pas du tout qu'on a plusieurs vies, on a une seule vie, mais pour rejoindre un peu cette pensée hindouiste, c'est que la vie est longue, elle est très longue. Sauf accident ou maladie, on va vivre quand même pas mal de décennies, c'est beaucoup de temps. Elle est longue, quoi, vraiment. Et donc, d'une part, il faut trouver suffisamment de choses à faire pour ne pas s'ennuyer, pas s'empoisonner en fait, pas empoisonner les autres. Il faut être actif, il faut aller de l'avant, il faut être toujours dans la quête, dans la découverte, dans l'apprentissage. Et sur 70 ou sur 80 ans, ça fait beaucoup quoi. Quel projet on peut avoir qui est suffisamment grand pour remplir 80 ans, franchement. Donc, très très longue, la vie est très longue. Et d'autre part, c'est vrai que si on fait des conneries, on les paye. Si on fait des choses mauvaises, ça nous poursuit. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. On a droit à l'erreur, mais quand même, il faut faire attention parce que si on fait trop d'erreurs, au bout d'un moment, c'est quand même difficile de les réparer. Comment vivre sa vie sans faire trop de conneries je pense que la meilleure façon, c'est de se dire qu'on a longtemps pour vivre, il ne faut pas aller trop vite. Et de se dire que si on a l'impression que tout passe trop vite, qu'on n'a jamais le temps, il faut se dire qu'il y a un problème. Quand les gens disent « Ah, j'ai jamais le temps, la vie passe trop vite, c'est dommage », et puis on se dépêche encore plus. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un problème dans cette façon de penser. Je crois que si on dit que la vie va trop vite, c'est qu'on ne fait pas assez les choses qu'on aime faire. Donc, on a trop peu de temps de faire les choses qu'on aime et on passe presque tout son temps à faire des choses qu'on n'aime pas. Et donc, du coup, c'est sûr que la vie va trop vite parce que si on met bout à bout les choses qu'on aime, ça fait peut-être, dans la vie, ça va faire peut-être 20 minutes, non, j'exagère, ça fait peut-être 6 mois de choses bien et 90 ans de choses pas bien. On ne peut pas vivre comme ça. C'est une entreprise... D'abord, c'est pas intéressant, et puis on peut pas tenir, hein, ou bien on tient avec des tas de béquilles. Donc à ça, moi je dirais, si la vie va trop vite, tu trouves que le temps passe trop vite, que tu n'as pas le temps de faire ce que tu veux faire, que tu es angoissé par le temps qui passe et tout ça, moi je dirais, il y a un choix à faire. Soit tu arrêtes de faire des choses que tu n'aimes pas faire, et tu fais des choses que tu veux faire. Et tu verras, si tu fais des choses que tu aimes faire, il y a le temps. Parce que chaque instant va être un plaisir. Un plaisir va te nourrir et au contraire, il va y avoir une sorte d'expansion du temps. Parce que quand on est en plein dans quelque chose qu'on aime, le temps s'arrête en fait. Le temps s'arrête. C'est extraordinaire. Hein. Quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est comme si les 5 minutes ou l'heure devient des années. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est la première méthode. Arrête de faire des choses que tu n'aimes pas faire. Ne les fais pas. Change. La deuxième réponse, c'est de dire mets-toi à aimer ce que tu fais donc. C'est tout bête, mais aime ce que tu fais. Et puis tu ne diras pas que la vie passe trop vite parce que tu n'as jamais le temps de faire les choses que tu aimes. Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, karma, ça évoque ça, le fait que la vie est longue, mais qu'il faut remplir la vie. C'est pas évident de remplir 80 ans. Il faut avoir des ambitions, quoi. Il faut avoir des choses à faire. Ne te dis pas « Oh, je ne vais pas le faire parce que ça prend trop de temps, c'est trop difficile. » Ben non, fais-le. Puisque tu veux faire ça, fais-le. C'est ce que j'ai fait, moi. Livre.
Oui, j'aime beaucoup les livres. J'en ai beaucoup. Et je ne les ai pas tous lus, évidemment. Donc il y en a plein qui m'attendent. Et il y en a certains que j'ai lus plusieurs fois. Et je trouve que quand on relit un livre, par exemple un roman, c'est un peu comme si c'est la première fois. C'est extraordinaire comment on redécouvre le sens d'un livre. Souvent, on lit beaucoup quand on est adolescent à l'école. C'est très bien qu'on impose aux enfants un corpus de textes absolument extraordinairement riche. Je trouve ça très très bien. C'est vrai que moi j'ai des souvenirs de cette époque-là et j'ai presque rien compris de ce que j'ai lu en fait. Mais il fallait apprendre à faire le geste de lire et d'arriver à passer d'une phrase à l'autre, d'un paragraphe, et essayer plus ou moins de comprendre la narration, voilà, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre. Très important, c'était de revoir un peu la question du style pour avoir déjà la capacité d'apprécier l'importance du style, de la mise en forme. Mais humainement, franchement, j'ai pas compris grand-chose. Donc, grâce au livre, c'est encore là, quoi. C'est chez moi, c'est dans les étagères. Il suffit de tendre le bras, de descendre les livres et de l'ouvrir, et je peux recommencer. Et maintenant que j'ai vécu beaucoup plus, et là, ça devient intéressant. D'ailleurs, c'est même un peu désespérant parce que je me dis, en fait, il faudrait que je relise tout. J'ai rien compris à la littérature. Tout serait à relire et on pourrait même plus tard encore relire. Donc, à un moment donné, tu dis, bon, je prends ce que je peux, quoi. Mais c'est vrai que quand on a 16 ans, c'est surtout pour la forme qu'on apprend à lire et bien sûr on est marqué par certaines lectures. J'avais mentionné Frankenstein, Dracula, mais bien sûr il y en a plein d'autres. C'est un peu nos références culturelles, ça nous permet de discuter, ça nous permet aussi de voir des films, de parler tout simplement. Hein. Le livre, ça nous relie au langage, bien sûr. Donc bien sûr, le livre, c'est surtout le langage, mais c'est aussi des images, beaucoup moins d'images que de langage quand même. Hein. Il y a quelques livres avec des images qui nous marquent, mais c'est surtout quand même de l'écriture. Et pourquoi j'aime particulièrement le livre, mis à part cet accès à la littérature, j'aime l'objet livre en lui-même. Je trouve ça très touchant parce que contrairement à un support numérique où on peut revenir en arrière, on peut corriger, on peut changer la forme constamment, un livre il est imprimé et sa forme est définitive. Donc il ne faut pas qu'il y ait des erreurs. Il y a beaucoup d'efforts pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreurs dans un livre. Des fois il y a quelques petites coquilles, mais c'est assez rare quand même. Et c'est un choix de format, de papier, de typographie, donc de police de caractère, de taille de caractère. Et c'est définitif. C'est un peu comme un petit être. C'est comme ça. Et ça ne changera pas. Le livre, il est là, il ne bougera pas. Peut-être il va se perdre ou il va être détruit dans une inondation, un incendie, ou quelqu'un va lui arracher des pages, mais il ne bougera pas. Et c'est une espèce d'engagement total. Le livre, il existe, et c'est comme ça. Peut-être aussi les œuvres d'art, il y a de ça aussi. C'est quelque chose de permanent, et comme je disais, quelque chose qu'on peut consulter à toute période de sa vie. Bien sûr, les bibliothèques, c'est magnifique, parce que là, on ne peut pas non plus avoir un nombre illimité de livres à la maison, on peut aussi aller à la bibliothèque. Et je trouve le livre extrêmement agréable à tenir dans ses mains. Et bien sûr, le livre neuf, on le renifle, c'est génial, c'est tellement bon. Un vieux livre vraiment fragile qui a été lu je ne sais pas combien de fois, c'est vraiment un objet
comment dire, qu'on a envie d'avoir dans ses mains, quoi, qu'on a envie de lire, de tourner les pages. On sait que plein de gens qui ont tourné ces pages-là, c'est un peu jauni, mais ça n'enlève en rien le contenu. C'est même très beau, ça, j'aime beaucoup. J'ai 2 livres à la maison, c'est le même livre, et un exemplaire m'a été donné par un ami à ma fille. Il me l'a prêté, il a tellement lu que les pages sont en train de se détacher. Et l'autre, c'est un livre tout neuf. En fait, j'ai acheté le même pour ma fille. Mais moi, je préfère celui qui est un peu... Parce que, je sais pas, c'est presque comme s'il est imprégné de l'affection, de l'attention de la personne, en l'occurrence ce garçon ou d'autres qui l'ont lu avant. Et puis, il y a des petites annotations. Ça aussi, c'est génial, ce truc physique. Alors après, il y a les livres d'artistes. Alors ça, c'est encore un autre sujet, les livres d'artistes. Alors, un livre d'artiste, c'est un livre fait par un artiste. Alors, un artiste, on considère un artiste comme un auteur. Donc, un artiste-auteur. Donc, du coup, un artiste peut faire un livre. Si un artiste fait un livre, ça veut dire que l'artiste imagine le contenu, c'est-à-dire le concept du livre, qu'est-ce qu'on va raconter là-dedans. Il va réaliser le livre. Des fois, ça se fait à 2. Des fois même plus, mais souvent c'est à 2. Il va donc créer les images. Il va choisir les textes. Des fois, c'est les textes de l'autre personne. Sinon, c'est d'autres textes. Sinon, c'est des textes qu'il écrit lui-même. Il va graver les images, ou ça va être des images photographiques ou sérigraphiées, ou voilà, tout un tas de techniques. Il va décider la mise en page, il va décider, ou elle, du nombre de pages. En fait, il y a beaucoup de choses à voir dans un livre, et en particulier dans un livre d'artiste, parce qu'il y a l'image. Et donc, il y a beaucoup de décisions à prendre. Et des fois, dans les livres d'artistes, on peut se perdre dans la recherche de la forme et un peu oublier le contenu. Et des fois, on baisse un peu les bras pendant et on va faire un livre qu'on n'aboutit pas tout à fait. On va un petit peu se dire, bon, ben allez hop, j'en ai envie, j'en ai un peu marre. Et bon, par exemple, on ne va pas le relier comme il faut, ce genre de choses. Et ça fait un objet final qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, mais qui n'est pas intéressant, quoi, qui est pour quelqu'un d'autre. Pour la personne, c'est intéressant parce qu'il ou elle a appris à faire ça, il a partagé ça avec un autre, il a fait ça dans l'atelier, on a passé un bon moment, mais c'est quand même un livre. Donc, si tu montres ça à quelqu'un d'autre, par exemple... je montre le livre à Sarah, il faut que Sarah puisse comprendre, que ça puisse l'intéresser, quoi. C'est ça le but quand même d'un livre. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de livres d'artistes qui tombent à côté, quoi. Beaucoup de moyens pour très peu de résultats. Et parfois, des livres très très simples, faits avec très peu de moyens, peuvent être plus efficaces, quoi. Moi, j'ai fait des livres luxueux qui m'ont pris des années, qui sont assez... complexes, assez élaborés, quoi. Et j'en ai fait 2 comme ça, et j'en suis très contente, mais voilà, j'ai plus envie pour l'instant, en tout cas, de faire des livres comme ça, parce que c'est vraiment beaucoup d'efforts. Il faut vraiment que le livre raconte quelque chose en premier. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport au livre ? Bien sûr, il y a tout le débat de la lecture, enfin le livre support, le livre comme support, et même le journal d'un côté et puis le numérique de l'autre, et que le livre va disparaître. Moi, je ne crois pas. Je crois que le livre ne va pas disparaître. C'est trop pratique, c'est trop... ça vient de très très loin. Peut-être j'ai tort, hein, mais je pense qu'on va continuer à imprimer des livres et qu'on va continuer à les aimer, peut-être les aimer de plus en plus. Donc, heureusement, en France, il y a beaucoup de maisons d'édition, et l'industrie de l'édition, ça tient bon, bien sûr, et énormément maintenant sous le joug de la finance. C'est vrai, de la distribution, la grande distribution, c'est un problème. Peut-être c'est aussi pour ça que les artistes s'aventurent à faire des livres. Hein. C'est un peu de dire, oui, mais le livre, c'est important, on aime le livre et tout, mais quand même... En tout cas, à Paris, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de livres en circulation
Et que pas tous sont bons non plus, hein. C'est pas parce que ce n'est pas un livre d'artiste que c'est forcément bien, hein. Mais moi j'ai beaucoup de confiance. Je pense que le livre va continuer. C'est un document extraordinaire et voilà. Les livres, c'est... J'adore ça, quoi. Quand on fait de la gravure, on crée des matrices en bois, en lino, en plexi, en métal, cuivre, zinc, acier. Et on a ces plaques, on les appelle des plaques. Donc en général, ça fait entre 1 mm et 3 mm, c'est standard. Hein. Ça peut être moins, ça peut être un demi-millimètre d'épaisseur. Ça peut aller jusqu'à 5 mm, c'est rare qu'on aille au-delà. Et donc on a une matrice qui est plat et qui a une forme en général rectangulaire, mais ça peut être rond. Et on va graver cette matrice, et on peut avoir plusieurs matrices pour une plaque, qu'on va imprimer. Alors, c'est intéressant le mot matrice parce que c'est proche du mot maternité. Et c'est vrai que quand on songe à la maternité en rapport avec la matrice de la gravure, on peut se faire une espèce de métaphore. On peut imaginer que la plaque, c'est un peu comme un utérus qui va donner naissance à une image. Parce que la plaque en elle-même, ce n'est pas l'image. De la même manière que l'utérus, ce n'est pas le bébé. Le bébé, c'est la gravure qui sort. Et donc la matrice, on va la presser, on va l'ancrer, on va la presser, on va la passer sous la presse. Donc on l'encre, on l'essuie, pardon. Après, on la passe sous la presse avec le papier dessus. Et de l'autre côté, donc quand on retire le papier, il y a l'image gravée qui est dans le papier. Et c'est un peu comme une naissance, en fait. C'est vraiment très touchant. C'est comme une petite naissance. Et on peut en faire plusieurs. On peut être maman de plein de gravures. Il suffit d'essuyer, passer sous la presse et on soulève les langes. C'est pas pour rien qu'on les appelle des langes. Et on a le petit bébé quand on soulève le papier, on a la gravure dessus. Qu'on soit homme ou femme, je crois que vraiment c'est un moment d'extase en fait. Tout le monde est totalement gaga en fait. Au moment de soulever le papier là, on est tous gaga, comme avec un bébé. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on est gaga. Parce que la plaque, ça ne ressemble pas à l'image qui sort. Donc voilà, la plaque, c'est une matrice et qui est très fertile. On peut faire plein de petits, de bébés. Enfin, on peut avoir toute une famille, toute une collection. Enfin, c'est exponentiel. Si on a plein de plaques et on fait plein de tirages de chaque plaque, ça commence à faire une grande famille, quoi. Et bah, tant mieux, hein, c'est super. Ça prend pas tant de place que ça. On les range. L'idéal, c'est de ranger les plaques à la verticale, mais sinon, bah, à l'horizontale. On les empile. Ça prend pas tellement de place. Parce que, comme je disais, l'épaisseur, c'est aux alentours de 1 mm à 3 mm. Donc, c'est pas très épais. Et les feuilles, n'en parlons pas. C'est pas spécialement, enfin, c'est pas une épaisseur énorme. Et donc, dans un meuble, on peut avoir des trésors, hein. Tandis que la peinture, ça prend beaucoup de place. La sculpture, les installations, les autres sortes d'œuvres, ça prend beaucoup de place. Et on n'a pas beaucoup de place. Donc, peut-être c'est aussi ça la clé de notre succès, c'est de faire des choses qui ont énormément, un peu comme des livres d'ailleurs, qui ont beaucoup de contenu et qui prennent finalement peu de place, même des grands formats. Où est-ce que vous voyez des plaques? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles nous gênent? Pas du tout. Elles sont planquées là.
on arrive à les glisser. Mais il y a des grandes plaques ici, il y a des grandes plaques là, il y a des grandes plaques là, derrière le meuble. On les voit à peine. Ça prend moins de place qu'un balai, par exemple. Et les gravures, évidemment, si c'est très grand, il faut les ranger soigneusement dans des grands tiroirs, mais on peut empiler beaucoup. On peut avoir la production d'années dans un espace réduit. Donc voilà, la plaque, c'est quelque chose d'assez magique et fertile, et c'est notre mère à tous. Narcisse, c'est un pauvre gars qui n'a pas été aimé suffisamment par sa maman, c'est ce qu'on dit. Et peut-être sa maman n'a pas pu l'aimer suffisamment parce que son papa était jaloux de l'amour que la maman donnait à ce bébé. Et le papa voulait défoncer la gueule du bébé ou de la maman ou des deux, parce que le papa sentait que le petit volait l'amour que normalement la maman réservait à lui. Et donc le bébé, qui est un être très sensible, donc sent le désir de lui défoncer la gueule par le papa, il sent l'agressivité du papa et le fait qu'il est en concurrence avec ce grand monsieur pour l'amour de sa maman. Et ça le met mal à l'aise. Et peut-être la maman aussi, elle se sent un peu tiraillée. Et en tout cas, le bébé va sortir de là plus ou moins amoché. En tout cas, le risque existe qu'il considère, ou il sent qu'il a manqué d'amour. Il y a comme un trou. Il y a un truc qui n'a pas été rempli. Et il va passer sa vie à essayer de remplir ce trou en désirant l'amour, non pas d'une personne, mais de tout le monde en fait. Et il va être dans une espèce de quête d'amour qui n'aura jamais de fin. Et en fait, on lui donnera beaucoup d'amour parce qu'on est toujours touché par le désir d'amour de quelqu'un. On est touché par la souffrance des autres, tout simplement. Et les gens donnent volontiers de l'amour. Mais ça ne lui suffira jamais parce que la blessure, le manque était fait quand il était tout petit. Peut-être c'est un peu comme un big bang de vide. Il va demander de l'amour et toujours plus d'amour et encore plus. Et personne sur cette terre n'aura la capacité à combler son manque d'amour. Et donc il va finir par s'aimer lui-même. Il va s'écrire des lettres d'amour, par exemple. Il va faire des déclarations d'amour à lui-même pour encourager les autres de continuer à lui faire des déclarations d'amour. Et puis pour étayer le manque d'amour, quand il y a un trou d'amour, il va s'écrire des lettres « Narcisse, je t'aime », etc. Et puis ça n'en finira pas. Et il va continuer toujours à vouloir plus d'amour. Et ça demande beaucoup d'énergie de donner de l'amour. Donc il va épuiser tout le monde. Et il se transforme en fait en vampire. C'est-à-dire qu'il est... Quelque part, c'est comme s'il était mort. Il est vivant mort. Et il a toujours besoin de sucer le sang des autres. Il est jamais comblé, quoi. Un vampire, il va sucer, et normalement, c'est bon, là. Mais non, c'est pas bon. Après, le lendemain, il lui faut encore du sang. Donc, d'où ça vient évidemment, ça vient du fait que, ça c'est mon hypothèse, qu'il était en concurrence avec son papa. Et pourquoi le papa est en concurrence avec son fils, c'est un peu étrange. Peut-être parce que le papa, lui aussi, il lui a manqué d'amour parce que lui, il était en concurrence avec son père à lui. Et ce père à lui, il était en concurrence avec son père. Et en fait, c'est une chaîne infernale. C'est désespérant.
il n'y a pas de solution quand il y a des vampires. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux enterrer un vampire? Bon, apparemment, tu vas lui montrer la croix, tu vas mettre des lailles, mais le vampire est là, quoi. Il va vivre pour toujours. C'est éternel, un vampire, jusqu'à ce qu'il meure. Mais lui, peut-être, il a eu un fils. Et puis les filles, les narcissas, ça, c'est... Les narcissas, ça existe. Mais d'où ça sort, ça? D'où ça sort? Peut-être c'est le même schéma. C'est bizarre, quand même. Les narcissas, il y en a, hein? Waouh, ça fait mal, hein? Moi, je dis que les narcisses, on essaye de s'en éloigner, puis on essaye de faire en sorte que les papas soient un peu gentils avec les mamans, avec leurs enfants, et qu'ils acceptent un peu moins d'amour au moment de la naissance de l'enfant, et que l'enfant reçoive beaucoup d'amour, et tout l'amour qu'il faut, et que les papas, voilà, on les met un peu en stand-by, quoi. Franchement, il faut que les papas apprennent, hein. Et voilà, mais c'est un peu comme les histoires de viol. Les histoires de maltraitance, ben, malheureusement, ça passe d'une génération à l'autre. Et puis, parce qu'on a été maltraité, on va voilà. Moi, j'ai vu dans ma famille, il est possible de rompre cette chaîne. Et à partir d'un très, très mauvais père, les fils apprennent et deviennent des bons pères. Et des bons pères, c'est merveilleux. Parce que s'il y a des bons papas, franchement, la société va se tenir, va se porter, c'est quoi le terme? Va se porter mieux. Donc, c'est très important. La conduite des papas, leur comportement, c'est très important. Les mamans, évidemment, elles aiment leurs enfants, quoi. C'est plus simple, mais les papas, waouh, attention. Hein. Donc, Narcisse, c'est pas mon ami. C'est pas mon ami.